Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là, merci d'être fidèles. Sahar Mdankom. Très heureuse en tout cas de vous accompagner jusqu'à 10h30. Nous aurons le plaisir d'avoir plusieurs invités sur le plateau. Pas de rubrique aujourd'hui. Nous aurons le plaisir d'avoir donc des invités en particulier. Donc la campagne qui est donc initiée par la DGSN, une campagne qui a donc débuté donc le 8 et va s'étaler jusqu'au 18 mai concernant la sensibilisation des automobilistes et surtout de la fatigue au volant et la somnolence au volant. Vous avez pu déjà voir sur nos écrans cette campagne, une petite publicité qui passe pour un petit peu inciter et faire et surtout sensibiliser les usagers de la route à ces dangers, bien sûr. Nous aurons également parlé santé avec notre médecin qui sera sur le plateau. Nous parlerons du diabète et du ramadan. Il est toujours utile de rappeler les bons gestes et surtout comment vivre avec son diabète et comment jeûner surtout. Voilà, nous allons également faire un plongeon dans la préhistoire avec notre invité qui est professeur en archéologie. Il est passionnant, en tout cas il va vous parler donc d'une période très intéressante concernant la préhistoire et comment se réapproprier notre patrimoine historique et préhistorique. Nous allons vous faire connaître aussi un jeune qui lui a fait une rencontre, un échange en tout cas culturel à travers donc le Maghreb. Eh bien, il a posé la question à nombreux étudiants concernant leur avenir dans le domaine donc des études. Eh bien, une rencontre qui a été très enrichissante pour lui. Il va nous parler donc de cet bel échange qu'il a effectué au mois d'avril. Et lui est un étudiant en droit international. Il sera là pour nous en parler en détail. Voilà. Et puis on ira du côté d'Oran retrouver Iman Mahrougras pour nous parler donc de ce programme qui a été initié par le ministère de la Culture et surtout dans la région d'Oran. Elle sera là tout à l'heure pour nous donner les grandes lignes des grands rendez-vous culturels du côté de l'ouest du pays. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un beau moment en notre compagnie. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Retour, donc on va l'accueillir comme il se doit chaque matin, le mercredi et le jeudi. On a plaisir à retrouver Mina Habed en forme. D'ailleurs, ça lui a permis de rigoler de bon matin avec mes petites bafouilles. Comment ça va? C'est toujours un plaisir. Là, c'est le mec. Alors, ça va. Tout va bien? Oui. Les journées se passent bien? Ça va. Malgré la forte chaleur d'hier? Oui, non, mais ça va. Ça va. On a connu pire. Bon, pas encore fait Ramadan. Non, si, l'année dernière. Les années précédentes, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Mais bon, on fait avec. On vous écoute, exactement. Mina. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Et bien aujourd'hui, on aura un ciel dégagé à partiellement voilé sur l'ensemble des régions nord, avec quelques nuages bas sur la partie centre. Sur les régions sahariennes, eh bien, ça ne va pas changer. Le ciel restera toujours voilé, avec des pluies parfois sous forme d'averses, notamment sur le Hogar et le Tassili. Beaucoup de soleil vers l'extrême sud, le Sahara central, le Nord Sahara ou encore la Saoura. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord, 26 degrés à Alger, Tizi Ouzou ainsi qu'à Annaba, Sétif, 28 à Guelma, 29 degrés du côté de Tlemcen, 33 degrés à El Rouad, 38 à Gardaya, 36 degrés du côté de Béchar, 39 à Tindouf, 35 degrés à Tamarasset et Janet, et 40 à Ain Salah et enfin 44 degrés. Ça sera la maximale à Borj Badi Moukhtar et à Ngazam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on aura un ciel plutôt couvert sur la majeure partie du continent avec des averses, notamment à Bordeaux, Dublin ou encore Londres, Lisbonne, Rome, Budapest, un ciel voilé. À Marseille, Athènes, côté Mercure, on notera 14 degrés à Londres, 16 degrés à Paris, 15 à Berne, 17 degrés à Berlin, 17 à Varsovie, 12 degrés à Budapest, 19 à Bucarest. Et enfin, 21 degrés à Madrid, Marseille, Rome et Athènes. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Merci beaucoup, Mina. Merci à vous. Qu'est-ce que vous allez faire à présent? Vous allez partir à Dalbeida. Je pars à Dalbeida, tout à fait. Et puis après, vous aurez une belle journée. Oui. Inch'Allah, vous allez vous reposer. Exactement. Ainsi que le week-end qui arrive. Bon repos.
Merci, bon repos à vous aussi. Merci, Sahar Mdanek. Merci, Et puis on va vous laisser repartir avec une belle chanson de notre patrimoine. Encore une fois, la musique andalouse, ça fait partie également de notre patrimoine à préserver absolument. C'est ce que s'attelle à faire Leïla Boursali à travers à chaque fois donc ses projets musicaux. Et cette fois-ci, elle a voulu les mettre à l'honneur à travers un beau clip vidéo tout à fait contemporain avec cette belle chanson Khallouni Nahwa Men Nourid. يا إيزابيلا، يا عاصم، يا شهداء الحب. يا الله، تقدسي منحرفين غواهم الشيطان وعصاوا الوالدين. الحب معهم افتح عينيهم ورفضوا التقاليد البالعة. يا للواقع، الحب يفتح العينين. المجد لكم يا إيزابيلا وعاصم. المجد والخلود لجميع رموز الحب. عنتر وعبلة، قيس وليلى، روميو وجولييت، حزية وسعيد. أنا مرسولة الحب، ننشر رسالته بين الناس، نتجول عبر الزمان والمكان. راني معاكم، وبلاك ما تردوش بالكم. كل واحد وهمه، حتى نهار تنزل رحمة الحب في قلوبكم. حتى يطعنهم الحب ويضيعوا. الحب براءة، الحب فساد. خليه ويهوى من يريد. المحطة القادمة عنتر وعبلة.
de se contenir. Voilà, on parlait avec notre invité en coulisses du comportement du jeûneur durant Ramadan. Eh bien, nous allons tout de suite en parler avec Monsieur Razli, Rachid Razli qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Sahar Ramadan. Vous êtes commissaire principal de la police et sous-directeur de la circulation routière auprès donc, de la DGSN. Vous êtes là pour nous parler de cette campagne qui a été initiée donc, depuis hier, une campagne qui va se dérouler jusqu'au 18 mai concernant la sensibilisation aussi à la somnolence au volant. C'est cela. Tout à fait. Donc la Direction générale de la Sûreté nationale, dans le cadre de l'exécution de son plan d'action en matière de lutte contre les accidents de la circulation routière et de l'insécurité routière, a décidé de se consacrer au mois de Ramadan pour la thématique liée à la somnolence au volant et à la fatigue. Pour la simple raison parce que avec le jeûne, vous savez que le jeûne engendre tout un déséquilibre biologique de la personne sur le plan alimentaire, sur le plan comportemental et sur le plan physique. Donc il est tout à fait normal que toutes ces incidences aient une répercussion sur la conduite au volant. Par rapport aux années passées, est-ce que vous avez justement enregistré des accidents, une hausse des accidents durant Ramadan? On a toujours enregistré une baisse des accidents par rapport aux efforts consentis par la Sûreté nationale en zone urbaine. On arrive à contenir cette problématique, et ce, malgré l'augmentation du parc automobile, malgré l'augmentation des détenteurs du permis de conduire, et également malgré l'augmentation du réseau routier et également de la mobilité du citoyen. C'est vrai. Il y a quelques années, vous étiez sur les routes carrément et vous offriez un repas 4 ans durant aux automobilistes pour justement essayer de ralentir ces automobilistes, leur permettre de stopper et surtout ralentir la cadence. Hein. Tout à fait. Donc c'est pour instaurer, c'est la campagne que nous avons menée en matière de restauration des jeûneurs sur la route, c'est pour initier et inviter les citoyens à se reposer. Donc c'est une action que nous avons entamée durant les années dernières. Et maintenant, on sent que l'incidence de la campagne qu'on a menée les dernières années a toujours son effet actuellement. Exactement. Alors, vous avez tracé un programme. D'ailleurs, le spot est passé d'ailleurs hier, nous l'avons vu. Un spot justement pour essayer de sensibiliser le téléspectateur en fait. Hein. Tout à fait. Donc, on ne cessera jamais de sensibiliser et de parler de la prévention parce que tout compte fait, c'est le salut pour lutter contre les accidents, dans le but d'arriver à changer le comportement du citoyen. Exactement. Voilà. Et comment est-ce que va s'articuler cette campagne Tout à fait. Donc, les raisons qui ont pris en compte pour décider de cette campagne, c'est qu'on est dans le mois du jeûne. Également parce que les conducteurs ont tendance à sous-estimer la somnolence au volant, ont tendance à sous-estimer leur fatigue. Donc, on doit s'approcher des citoyens. Et également, il faut dire aussi que la somnolence au volant et la fatigue est un facteur aggravant des accidents de la circulation routière. Parce que vous savez, la fatigue, l'incidence de la fatigue sur la conduite, c'est que il y a un coup de barre qui... Oui, il y a un coup de barre, il y a une manque de concentration. Tout à fait. On conduit tout à coup, c'est comme on fait baisser un disjoncteur. Donc, il y a un film noir qui se pose et le conducteur ne se rend pas compte. Et surtout pour les personnes qui ont l'habitude donc de ces excitants, genre le café pour tenir le coup, donc plusieurs cafés, le thé, la cigarette. Et là, bien sûr, ils sont donc obligés d'être à jeun et ne pas donc manger, ce qui fait que la somnolence est toujours là, elle est guettée. Tout à fait. Maintenant, même après la rupture du jeûne, il faut se dire que certains conducteurs ont un schéma mental erroné. Ils se disent par exemple, je prends du café, je peux conduire, même étant fatigué. Je baisse un petit peu les vitres, je fais rentrer de l'air dans le véhicule, je peux conduire. Eh bien non, on ne peut pas conduire étant fatigué. Oui. On ne peut pas décider d'être moins fatigué. C'est vrai. Donc on n'a pas cette notion de maîtriser la fatigue parce que ça vient subitement et le corps donne des signes. Il alerte la personne. Il faut écouter son corps. Et l'erreur peut être fatale, bien sûr. Tout à fait. Donc, très rapidement. Ah oui, ça pardonne pas. Ça n'avertit pas et ça vient comme ça. En fraction de seconde, le véhicule percute d'autres et ainsi de suite. Exactement. On a vu ça chez les routiers, les camionneurs qui sont sur la route et ils sont obligés de faire de longs trajets et pour gagner du temps, pour ne pas se reposer, pour ne pas faire de halte de repos, passer par les haltes de repos. Donc, ils sont obligés donc d'aller vite et quelquefois, il y a le drame. Hélas. On a constaté qu'il y a des accidents spectaculaires, notamment pour les
transport de voyageurs, Oui. ou les conducteurs qui ne se reposent pas, qui sont fatigués et qui se ne relèvent pas parce qu'il y a une note dans ce sens qui dit qu'à partir d'une certaine distance, les chauffeurs doivent se relayer pour se reposer et reprendre la route. Tout à fait. Pourtant, les entreprises, et bien sûr, avaient mis dans des dispositifs spéciaux pour alerter le conducteur et surtout les mouchards qui étaient mis dans les camions. Tout à fait. On appelle ça le chronotachygraphe. C'est ça. Donc, c'est un appareil qui peut mesurer la conduite, Mouchard. les temps parcourus et également le temps de repos chez le conducteur. C'est ça. Et le conseil beaucoup plus pour les conducteurs professionnels, notamment pour les poids lourds Exactement. et le transport de voyageurs aussi. Voilà, pour les véhicules légers, bien sûr, on ne peut pas faire admettre aux conducteurs de pouvoir s'équiper de ce genre de dispositif. Ça serait quand même exagéré, mais en fait, leur signaler qu'il faut pouvoir se reposer. Tout à fait. Donc, il faut se reposer. Et, je peux te donner quelques signes que le corps émet et alerte pour justement pour. C'est vrai. C'est le corps qui en fait alerte. Il faut écouter son corps. Il ne faut pas surpasser la capacité physique et mentale du corps. C'est ça. Et on n'a pas cette notion de maîtrise. Par exemple, un conducteur fatigué va ressentir par exemple des picotements dans les yeux, un clignotement des paupières, et va ressentir des paupières lourdes, une difficulté à se concentrer sur la route, un regard fixe, et là aussi des douleurs et des raideurs de la nuque et des épaules, un bâillement répété, également un engourdissement et des difficultés à trouver une position confortable. Donc, ce sont parmi les signes qui nous alertent de la fatigue et de la somnolence. Donc, chers conducteurs, chères conductrices, écoutez votre corps, soyez à l'écoute de votre corps et n'essayez surtout pas d'aller à la limite physique et mentale de vos capacités de conduite. Voilà. Alors quand le conducteur est accompagné, ça va, il y a une discussion qui s'entame. Bien sûr, celui qui est au volant, il arrive quand même à tenir le coup. Mais quand il est seul, c'est un long trajet. Qu'on soit seul avec une personne. Oui, quand même. Ah oui, tout à fait. Et on peut pas, la sécurité, vous savez qu'il faut s'autodiscipliner. Il ne faut pas compter sur les autres pour justement conforter la sécurité. La sécurité routière, la conduite est une responsabilité. Donc, même si on est avec une personne, ou même si on met de la musique, et même si on boit du café, ça ne suffit pas. On est fatigué, on doit se reposer. On a envie de dormir, il faut dormir. Donc, vous avez eu à agir justement sur le terrain comme ça et trouver des personnes en difficulté, fatiguées sur le bas de côté de la route? Donc les dispositifs qui sont engagés sur le terrain, ils ont acquis une certaine information dans le but de déceler justement les personnes fatiguées. Donc on se rapproche des citoyens. Et c'est pour cela que par exemple, on constate que des policiers arrêtent des personnes, des conducteurs, sans qu'ils ne fassent l'objet d'une infraction. Il lui dit pourquoi vous m'arrêtez. Bon, le policier est conscient que, par exemple, le conducteur il est fatigué, il l'invite à se reposer, ainsi de suite. Donc, on a cette faculté de déceler certaines personnes qui sont fatiguées. Voilà. C'est ça. Alors, en tout cas, c'est un dispositif qui va donc s'étaler jusqu'au 18 mai. Vous allez donc faire ces campagnes un petit peu partout, à travers donc tout le territoire national, et bien sûr à travers la radio, les chaînes de télévision. Bien sûr, il y a même un programme de déplacement vers les gares routières. Oui. Justement pour inviter les conducteurs, des chauffeurs de taxi, des transports de voyageurs, justement pour les sensibiliser sur les risques liés aux accidents de la circulation routière et sur les risques aussi liés à la somnolence au volant. D'accord. Des flyers, non aussi? Il y a des flyers, il y a des contacts, il y a un feedback. On a constaté qu'il y a un feedback entre les conducteurs et les policiers. Donc on a une certaine expérience qui nous permet de faire une approche pédagogique et andragogique de la prévention routière. Très bien. Sinon, parler aussi de la sécurité qui a été mise en place spécialement pour Ramadan. Donc, tout un dispositif aussi pour rassurer l'usager et bien sûr le citoyen. Tout à fait. Donc, vous savez que chaque événement qui se produit dans la société, il y a un accompagnement sécuritaire qui s'est fait par la Sûreté nationale. Donc, dans le cadre de la sécurisation du mois sacré du Ramadan, Inch'Allah, la Direction générale de la Sûreté nationale, elle a mobilisé l'ensemble de ses moyens humains et matériels, justement pour assurer le bien-être et la sécurité des citoyens de jour comme de nuit. Donc de jour comme de nuit, ça veut dire qu'il y a un redéploiement des horaires de travail des services de police, il y a tout un redéploiement de la répartition des effectifs de la Sûreté nationale pour justement être à proximité, à l'approche des citoyens et l'accompagner justement de jour comme de nuit. Par exemple, il y a un programme de circulation routière qui est engagé pour assurer la fluidité de la circulation routière
Et avant la rupture du jeûne, il y a des campagnes de sensibilisation qui se font justement pour inviter et des comportements surtout. Justement pour lutter contre certaines incivilités et certains risques que le conducteur fait en plus. Ouais. Donc il y a aussi la sécurisation aussi des événements culturels et sportifs. Donc c'est toute cette mobilité sociale, c'est tout ce mouvement social qui est assuré par la Sûreté nationale dans le cadre du mois de Ramadan. Et également, on va les accompagner jusqu'à la fête de l'Aïd. Et on va entrer après dans la saison estivale. Inch'Allah. Vous avez en tout cas eu beaucoup et vous continuez à être sur le terrain. En tout cas, bon courage à toutes vos équipes. Merci d'avoir été parmi nous, Sahar Mdankoum. Et puis la campagne ne fait tout juste que de commencer. Inch'Allah. Voilà, bon courage à vous. Et on continuera à en parler, bien entendu. Merci. On va tout de suite suivre un reportage signé Saïda Mariouf qui s'est intéressée à un atelier qui a été organisé dans le sens pour éduquer les enfants à l'environnement, bien entendu. Et donc c'est du côté de Skikda. Regardez, on se retrouve juste après. Des ateliers très ciblés, tous dédiés à l'éducation environnementale, du jardinage avec la meilleure méthode à suivre pour planter et prendre soin des plantes, au recyclage des matières jetées dans la nature pour leur donner une seconde vie, aux dessins très significatifs. L'idée étant d'inculquer aux enfants une éducation environnementale et la meilleure démarche à suivre afin de préserver son milieu naturel. J'ai appris ici le principe du recyclage, surtout de la matière plastique qui nuit énormément à la nature, mais une fois récupérée, on peut en fabriquer beaucoup de choses. كما في الماكيت هذا درنا استعملنا لو بوا وهذا لو غازون كمساحات خضراء ودرنا هنا غومبو والهاوبون وابيسين هادو نفايات لا بوليسيون تاع انسان حنا نجيبوهم هنا ونعطيهم حياه جديده. ان الجذور هي عضو حساس في الشتله وهي اعضاء صغيره جدا وحساسه. Des explications très précises sont fournies aux jeunes enfants sur le rôle des racines et le principe du jardinage. والاملاح المعدنيه من التربه. Aujourd'hui, on a eu un cours sur les bases du jardinage et la meilleure manière de planter ses graines. On a eu également des sorties pédagogiques très riches en instructions. Tout un programme riche et diversifié a été tracé par la Maison de l'Environnement de Skikda, réceptionnée en 2014, et ce pour toute l'année afin de sensibiliser les jeunes générations aux dangers environnementaux. Nous travaillons avec toutes les catégories de la société, mais on a trouvé que l'enfant était le plus réceptif car instinctivement, il opte pour la nature et l'hygiène. Et à travers l'enfant, c'est toute la famille qu'on sensibilise. Nous essayons également de faire en sorte que les activités apprises ici soient réalisées directement dans les institutions d'éducation, et ce afin de généraliser le projet initié par le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, le jardin pilote, afin de leur faire aimer la nature et ses composantes. C'est un divertissement ainsi qu'un enseignement pour l'enfant. La Maison de l'Environnement demeure cet espace de formation et d'éducation afin de pouvoir mieux vivre en harmonie avec son environnement. Voilà, ça commence très tôt, l'éveil et surtout la sensibilisation à notre environnement. Nous n'allons pas parler d'environnement, mais plutôt de santé à présent, avec notre invitée Wassila Houssine. Bonjour. Bonjour. Je devrais dire docteur Wassila Houssine. Bonjour. Sahar Mdanek, vous êtes donc maître assistante au CHU donc de Bertraria et spécialisée en médecine interne, c'est cela. Exactement. Vous êtes bien placée pour nous parler donc de ces maladies que nous rencontrons et surtout parler comment gérer sa maladie et surtout le jeune, c'est très important. Et chaque année on en parle, chaque année on sensibilise, mais le risque reste et demeure toujours pareil. C'est-à-dire il y a toujours des personnes peut-être restent en insuffisance et prennent des risques quand même pour leur santé. Exactement. Bon, je pense que c'est le moment idéal d'en parler du diabète et Ramadan, de l'HTA et Ramadan, parce que ce sont des sujets quand même que le patient, même s'il est au courant des complications, mais il insiste toujours à jeûner. Même si on lui parle de ces complications, de ces conséquences, peut-être qui ne sont pas à court terme, même à long terme, mais il insiste à jeûner, malgré l'interdiction du médecin et de l'entourage, mais le patient insiste à jeûner. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est effectivement
effectivement, on reçoit beaucoup aux urgences, pas au début peut-être, mais au milieu, la fin, surtout la fin du mois de Ramadan. La fatigue qui se ressent sur le corps humain. Voilà, les complications telles que l'hyperglycémie, c'est-à-dire le sucre qui augmente dans le sang, l'hypoglycémie, telles que les déshydratations, surtout c'est les sujets âgés qui ne prennent pas beaucoup d'eau. Voilà. Et la fatigue aussi. Et la fatigue, surtout par manque de sommeil. On en parlait juste avant avec notre invité. Voilà. Et la somnolence au volant, c'est donc des conséquences graves sur, bien sûr, l'usager de la route. Alors, on va commencer à parler, bien entendu, de la sensibilisation surtout. Et vous m'avez dit, c'est un travail qui doit être fait justement bien avant Ramadan. Voilà, c'est un travail qui relève du médecin, beaucoup plus. Donc, il faut sensibiliser et le médecin et le malade, parce qu'il faut pas le médecin traitant, bien sûr, parce qu'il ne faut pas dire que ce n'est que le malade qui n'est pas parfois le médecin aussi. Et il ne sensibilise pas autant son patient. Donc, il faut le faire au moins 1 à 2 mois avant le mois de Ramadan. Donc, il faut lui montrer comment il doit faire son régime. D'abord, s'il peut jeûner ou pas. Ou non. Si c'est une personne âgée, oui, alors avec précaution, bien entendu. Voilà, parce qu'il y a actuellement, selon les recommandations, il y a des personnes diabétiques qui sont à très haut risque, il y a d'autres qui sont à haut risque, il y a d'autres qui sont à faible risque, à moyen, à faible risque. Les personnes qui sont à très haut risque et à haut risque ne doivent pas jeûner. Je vais citer à titre d'exemple, ce sont les patients qui sont diabétiques type 1, qu'ils soient équilibrés ou non. Diabétiques type 2, qui soient aussi sous insuline, multi-injection d'insuline, qui soient équilibrés ou non. Des patients qui ont déjà fait des hypoglycémies avant Ramadan, des gens qui ont fait des complications cardiovasculaires, par exemple des attaques cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux. Donc ce sont ceux-là, les personnes âgées aussi, qui sont polytarées, parce qu'on ne parle pas de diabète seul ni d'HTA seul. Il y a des patients, par exemple, qui présentent un Alzheimer, qui présentent un AVC, qui présentent des attaques cardiaques, je ne sais pas d'autres. Un Alzheimer, une insuffisance rénale. Il ne peut pas jeûner de toute façon. Ah, c'est sûr, une insuffisance rénale par exemple. Alors une insuffisance rénale, surtout en été, avec la déshydratation, il risque rapidement de tomber dans une insuffisance rénale aiguë, donc ça peut l'emporter facilement. Exactement. Donc aussi la femme enceinte aussi c'est contre-indiqué quand elle est diabétique bien sûr, soit qu'elle soit sous insuline, soit qu'elle soit sous régime seul, c'est contre-indiqué pour elle. Alors on tolère. À qui on tolère le jeûne? Ce sont les gens qui sont les diabétiques type 2, qui sont bien équilibrés, c'est-à-dire qui ont une hémoglobine glyquée des 3 mois, je veux dire, les diabétiques connaissent bien ce terme, qui se situe entre 6 et 7, mais pas plus. Et aussi les diabétiques type 2 qui sont sous comprimés. D'accord. Et les diabétiques type 2 qui sont sous comprimés et l'insuline lente. Ils le connaissent très bien, enfin celle du soir, et qui sont très bien équilibrées. On peut accepter ça. Mais sinon, pour les autres, ils sont à très haut risque ou à haut risque, donc on ne peut pas accepter. Et malheureusement, c'est un mois où, bien sûr, la tentation est très dure. Et bien entendu, il y a beaucoup de sucreries le soir, beaucoup donc de repas, de boissons sucrées, etc. Les diabétiques sont aussi très tentés parce que le sucre appelle le sucre. Effectivement, et aussi à l'ambiance familiale. Donc, c'est le rôle de la famille aussi qui doit rentrer là. Les enfants, ils doivent faire attention, même essayer de faire un régime avec leurs proches. Et c'est toujours, même un sujet simple doit aussi s'abstenir parce que c'est toujours pas bon de manger trop de sucreries. C'est l'occasion de s'adapter à un régime alimentaire adéquat. Et puis aussi, ce que je recommande aux diabétiques qui jeûnent, qui persistent quand même, qui jeûnent et qui persistent à manger, c'est-à-dire qu'il faut se piquer. C'est-à-dire prendre leur glycémie autant de fois par jour. Et par exemple, le soir, s'ils trouvent que leur glycémie, par exemple, est aux alentours de 0,90, 1,10 g, quand même, je pense qu'ils peuvent se permettre un peu de sucrerie, parce qu'il y a la tentation. Oui. Mais ceux qui trouvent que leur glycémie, quand même, est élevée, autant s'abstenir. Mais juste une petite cuillère, par exemple, voilà, pour enlever shahwa, comme on le dit. Mais quand ils trouvent que leur glycémie, quand même, est élevée, autant ne pas...
Ne pas manger. Voilà, ne pas manger les sucreries. Voilà. Plutôt, ne pas manger de sucreries, tout à fait. Alors, il y a donc d'autres aussi cas, donc les personnes donc âgées et qui ont, comme vous l'avez dit, plusieurs pathologies. Quelquefois, ils persistent et c'est très difficile donc de convaincre cette personne de ne pas jeûner, etc. C'est difficile. Et ils arrivent à une certaine heure et bien entendu, après, c'est la panique parce qu'ils sont obligés d'aller rapidement aux urgences parce que la personne s'est trouvée mal. Voilà, et justement pour ces personnes âgées, si leur médecin, enfin s'ils insistent à jeûner, donc ils doivent faire plus attention, et eux et leur entourage, c'est-à-dire qu'ils doivent bénéficier des séances d'éducation thérapeutique comment dirais-je, très fine, très spécifique, voilà, parce que vraiment c'est quand même catégorie qui est quand même fragile, voilà, vulnérable. Donc il faut leur insister sur un point. Pour les diabétiques, si j'insiste un peu sur les diabétiques, si la glycémie est aux alentours de 0,70, donc il faut rompre le jeûne. Si elle est au-delà de 3 grammes, il faut rompre le jeûne. Donc, c'est à l'entourage de prendre la glycémie de ces patients, surtout avant le iftar. S'il trouve que ce patient est en hypoglycémie, donc autant rompre le jeûne, autant le pousser à manger. Tout à fait. Il y a quelquefois aussi les enfants, donc quand ils commencent à aller à l'école, ils veulent faire comme leurs camarades, ils veulent jeûner. Et si c'est des diabétiques, bien sûr, c'est très compliqué. Grave. Les enfants, généralement, s'ils sont diabétiques, c'est un diabète type 1. Donc alors là, c'est interdit. C'est interdit, que ce soit pour un enfant ou un adulte. Voilà. Alors pour les plus jeunes, donc c'est aux parents de voir, de sensibiliser, voilà. Et dire que c'est dangereux donc de jeûner pour cet enfant. Il faut donc bien entendu s'abstenir. Alors il y a d'autres pathologies qui sont aussi à surveiller de très près, les HTA, vous m'avez dit. Voilà, les hypertensions artérielles. Les hypertensions artérielles, c'est-à-dire le plus grand problème des hypertendus, c'est quand ils sautent leur prise médicamenteuse. C'est-à-dire si le médecin a rajouté un comprimé, c'est-à-dire que ce comprimé est indispensable, que le patient ne doit pas le sauter. Si par exemple un médicament il a une durée de vie de 12 heures de temps, si le sahur est à 4 heures du matin, l'efficacité du traitement c'est à 4 heures de l'après-midi, le traitement ne sera plus efficace. Donc il sera plus protégé entre 16 heures et 20 heures. Donc c'est là où il peut avoir des complications, des AVC, des pics, des pics tensionnels qui peuvent entraîner des infarctus du myocarde, des hémorragies cérébraux, etc. Voilà, c'est surtout pour les hypertendus, c'est par rapport au déséquilibre tensionnel. Si un hypertendu était déséquilibré avant Ramadan, autant aller voir son médecin pour lui rajouter des médicaments. Et ces médicaments, il peut les répartir entre le ftour et le sahur, et bien tant mieux. S'il ne peut pas les répartir et sauter une dose, autant ne pas sauter une dose. C'est très compliqué. C'est très compliqué de sauter une dose de médicaments. Et en plus, comme vous le dites, en général, les personnes âgées ont plusieurs prises médicamenteuses durant la journée pour différentes pathologies en même temps. Voilà. Et si, la tension, le cœur. Effectivement. Et si le médecin prescrit un médicament, il donne 3 comprimés, non 2 comprimés, c'est-à-dire que le 3e est indispensable. C'est ça. Donc il ne faut pas le rater. Voilà. C'est des conseils et surtout informer. Comme vous l'avez dit, c'est très difficile. Quelquefois, il y a même des campagnes qui sont donc faites par les psychologues, etc., pour sensibiliser ces personnes, les enfants aussi de ces personnes, pour essayer de les convaincre et dire, voilà, vous pouvez ne pas jeûner, mais par contre, vous pouvez donc donner mahrouf, setro, etc., pour éviter qu'il y ait une sensibilisation donc plus accentuée. Alors, il y a les personnes âgées aussi qui font quelquefois des hippos. Et donc là aussi, ils veulent jeûner. C'est-à-dire si ce sont des diabétiques, c'est sûr qu'ils ne doivent pas jeûner, surtout s'ils ont fait déjà des hippos avant le mois de Ramadan. C'est une contre-indication absolue aux jeunes. Maintenant, s'ils ne sont pas des diabétiques, ils font des hippos, donc c'est sûr, si c'est des âgés, déjà une personne âgée qui est fatiguée, c'est un risque très haut risque. Donc, voilà, quelquefois c'est justement pour s'abstenir de manger durant la journée, ils peuvent boire de l'eau, mais c'est juste pour se mettre à table, ils insistent pour ça. Ils insistent. Ça c'est l'intérêt, ce que j'avais
évoqué tout à l'heure, c'est l'intérêt de l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire l'éducation thérapeutique, c'est vrai, je ne vous cache pas, le médecin ne peut pas assurer tout ça avec un patient, c'est-à-dire qu'il risque de prendre 1 heure de temps alors qu'il y a d'autres personnes qui attendent. D'autres patients. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu la création de cette cellule d'éducation thérapeutique dans les centres et qui est en train maintenant de se propager dans tous les centres hospitaliers. C'est-à-dire qu'il y aura un groupe qui est fait de psychologues, de médecins, de nutritionnistes au sein de chaque service. Et avant chaque mois de Ramadan, les patients aillent chez ce groupe de médecins, de psychologues, de même nutritionnistes qui leur montrent comment faire, comment manger au cas où il y a un problème, etc. Donc c'est une optique quand même qu'il faut développer en Algérie et que ça va soulager beaucoup le médecin et que ça va apporter beaucoup aussi pour le patient, tout en précisant que maintenant la maladie, si on peut dire que la maladie est centrée sur le patient, l'éducation est centrée sur le patient. C'est-à-dire que c'est le patient lui-même qui doit gérer sa maladie. C'est pas le médecin, parce que le médecin, il est en contact avec le patient que 30 minutes dans les 3 mois. Mais lui, il est en contact avec sa maladie tout le temps. Tout le temps. Donc, il faut beaucoup plus sensibiliser le patient, travailler sur le patient, l'orienter. Et comme ça, j'espère qu'on aura de meilleurs résultats et c'est d'où l'intérêt de ces séances de sensibilisation. Bien sûr, de cette pathologie avec laquelle ils vivent. Et bien entendu que le mois de Ramadan, c'est juste un mois durant l'année, mais que la maladie est là constamment. Donc, il y a des répercussions à long terme, d'ailleurs, de complications de la maladie. Par exemple, le diabétique, si jamais il persiste et il jeûne chaque année, il peut y avoir des problèmes au niveau des organes, c'est cela? Très bien, voilà, parce que c'est vrai que les diabétiques, moi ça m'arrive, il y a des patients qui viennent après le mois de Ramadan, quand je leur interdis de faire carême, ils viennent voir, docteur, j'ai jeûné, j'ai pas eu de problème. C'est vrai qu'il s'est pas rendu compte peut-être des hypos et des hyper qu'il a fait. Ces hypos et ces hyper, peut-être qu'ils n'ont pas eu une répercussion immédiate, mais elle aura des répercussions au long terme. C'est-à-dire qu'il va y avoir des problèmes sur les reins, sur les yeux, sur les coronaires, etc., que lui ne se rend pas compte. Mais ça s'accumule et que ça va donner une complication ultérieure. Voilà. Et là, c'est une sensibilisation aussi que vous faites auprès des patients à chaque fois. Voilà, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir que le mois de Ramadan, c'est bon, il est terminé, j'ai pu faire carême sans problème. Mais il ne s'est pas rendu compte des petits problème qu'il y avait. Une hypoglycémie peut-être à 0,70, il ne s'est pas rendu compte, mais elle a fait déjà des dégâts, qui auront des répercussions ultérieures. C'est ça, c'est en tout cas des conseils constamment à donner, bien entendu. On va pouvoir parler aussi des urgences au niveau des hôpitaux. Qu'est-ce qu'on remarque le plus? Quels sont les premiers arrivés aux urgences? Voilà. Les premiers arrivés aux urgences, comme je vous ai dit, c'est vrai que les premiers jours, tout le temps est là, tout le monde est fait carême, bon, il est satisfait de lui, mais après c'est la fatigue qui s'installe, c'est le manque de sommeil, parce que le manque de sommeil aussi, il contribue dans la déstabilisation du diabète, dans l'installation aussi plutôt le déséquilibre du diabète. Donc ce qui fait, il y aura surtout les hypos, les acidocétoses. C'est quoi acidocétose? Les comas acidocétosiques, c'est-à-dire que le diabète le taux de sucre est tellement élevé dans le sang qu'il passe dans les urines et puis il y aura des complications ultérieures et aussi il y aura des AVC. Les AVC, alors là, les infarctus du myocarde. Pourquoi les infarctus du myocarde? Parce qu'il y a les thromboses, il y a la déshydratation. Quand il y a la déshydratation, il y a les thromboses, c'est-à-dire ce sont des caillots sanguins qui vont boucher les coronaires, il y aura des infarctus du myocarde qui vont boucher des membres inférieurs, qui vont boucher les artères du cerveau. Donc ce sont des complications qu'on voit le plus. Et en dehors du diabète, on peut parler aussi des ulcères gastriques. Une petite parenthèse, j'ouvre une petite parenthèse parce que les gastrites aussi. Les gastrites, le jeûne, parce que le jeûne, quand le jeûne, c'est le jeûne qui déclenche le pH, qui révèle un ulcère. Donc, si on a une douleur épigastrique au cours du jeûne, il faut penser à ça. Et la personne peut-être continue son jeûne. Et elle se dit, non, j'ai mal, mais je dois finir le jeûne. Mais elle peut compliquer par une hémorragie.
par une péritonite, par une complication qui peut l'emporter. Donc il faut faire attention quand on a mal à l'estomac, donc il faut consulter. Par exemple, les RCUH et les maladies de Crohn, ce sont des personnes qui se connaissent, qui sont en pleine poussée, ils ne doivent pas jeûner aussi. L'insuffisance rénale, on a déjà parlé tout à l'heure. Alors là, c'est une contre-indication absolue. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une déshydratation, il risque de compliquer. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? Bon, ce sont grosso modo... Et aussi, il faut parler des épileptiques, des épileptiques, c'est-à-dire là, ce sont des gens qui doivent prendre leurs médicaments à des heures précises. S'ils ont 3 prises, ils ne doivent pas rater celle de midi. Donc, ils doivent prendre leurs médicaments à midi. Donc ils ne pas jeûner. Donc, ils ne doivent pas jeûner. C'est ça. Donc, ça, je pense que ça doit se préparer bien avant Ramadan. Il faut qu'il y ait aussi, je le dis aussi, la sensibilisation du médecin aussi. Parce que le médecin aussi doit faire son travail. Tout à fait. Un dernier conseil à tous les jeûneurs, qu'ils soient en bonne santé ou bien sûr avec une petite santé, quels sont donc les bons conseils à donner une fois la rupture du jeûne? C'est-à-dire qu'il faut prendre beaucoup d'eau. Il faut prendre beaucoup d'eau. C'est-à-dire maintenant pour les diabétiques, j'ouvre une petite parenthèse, il faut espacer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger le tout en même temps. Même, je pense, même pour les non-diabétiques, il ne faut pas manger la shorba deuxième plat. Il faut toujours manger la shorba, partir à tarawih ou bien aller marcher un peu, revenir pour manger le deuxième plat et surtout ne pas rater le sahur. D'accord. Si le prophète nous l'a recommandé, c'est-à-dire qu'il est indispensable, l'heure du sahur. Pourquoi? Parce que le patient, ça va lui permettre déjà d'espacer entre les prises de ses médicaments. Déjà, le fait, il y a des patients qui vous disent « Ah, moi, je ne me lève pas, je me lève à 1h du matin, je prends mon médicament. » Mais attention, vous avez déjà pris à 8h. Entre 8h et 1h du matin, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, il faut espacer le maximum possible la prise des médicaments. S'hydrater beaucoup, ne pas manger beaucoup de sucreries, même pour les gens qui sont sains. Manger beaucoup plus de fruits et de légumes. Voilà. D'accord. Parfait. Merci pour tous vos conseils. Je rappelle, Wessila Houssine, vous êtes maître assistant au CHU donc de Bertararia. Vous êtes donc spécialiste en médecine interne. Sahar Mdanek, et merci beaucoup d'être venu ce matin. Voilà, on va continuer notre émission. Cette fois-ci, gros plan sur l'archéologie à travers un reportage signé Hassiba Abdallah qui nous fait découvrir les peintures rupestres de la grotte de Tifrit du côté de Saïda. Ce sont les grottes de Tifrit qui datent de la préhistoire. Situées à Saïda, elles représentent aujourd'hui un site archéologique par excellence qui témoigne de la présence humaine dans cette région depuis la nuit des temps. Suite aux fouilles entreprises dans ce site, nous avons trouvé des ossements humains mais aussi des restes de poterie utilisés dans cette période. Sur ce site, on trouve des peintures et des gravures rupestres. Elles racontent la vie de tous les jours de l'homme qui vivait dans cette région il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, ces peintures font l'objet de plusieurs études et recherches académiques. C'est un site très intéressant qui attire et les touristes et les chercheurs de tous bords. Il reste encore beaucoup à découvrir sur l'homme préhistorique qui peuplait la région de Saïda. Entouré de ce cadre magnifique, Tifrit enchante ses visiteurs et accueille à chaque fois de nombreux touristes venus découvrir la région. De retour sur le plateau, nous allons, comme je vous l'ai annoncé en sommaire, faire un plongeon dans la préhistoire, cette fois-ci, et l'archéologie avec notre spécialiste. Il s'agit de Monsieur Idira Mara. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. C'est le mieux que vous êtes professeur en archéologie, vous avez enseigné, vous enseignez toujours à l'université Alger 2, oui. Et vous avez vos élèves archéologues d'ailleurs. Des étudiants, bah oui, ce sont des élèves aussi. Qui s'intéressent à l'archéologie, à la préhistoire. Vous êtes un passionné, vous avez transmis cette passion à vos étudiants. Oui, c'est un travail qu'on ne peut pas faire si on n'est pas passionné. C'est sûr. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'observation. Il faut bien observer les choses pour rendre compte de ce qu'on a vu, pour mieux transmettre ce savoir à ceux qui veulent bien l'entendre. Et le prendre en considération. Donc nous, on travaille, les archéologues, et moi je suis préhistorien, je fais la préhistoire, on travaille sur un peu, pour que les gens, les téléspectateurs
comprennent notre travail. On travaille un peu sur la mémoire. Et à partir de cette mémoire, il y a cette dimension identitaire. Donc on s'identifie à ce territoire que nous étudions, que nous analysons. Nous organisons des fouilles, nous organisons des missions pour aller explorer et prospecter notre grand territoire. Parce qu'il faudrait que les gens sachent que l'Algérie, qui fait partie de l'Afrique du Nord, est l'un des pays les plus grands. Oui, les plus grands et les plus riches aussi, au point de vue point de vue patrimoine archéologique. Toute période confondue. On a pu le découvrir il n'y a pas très longtemps. Il y a eu donc de nombreuses découvertes magnifiques, vraiment fascinantes pour les archéologues tels que vous, qui découvrent justement des outils identitaires. Oui. On découvre les objets que l'homme a fabriqués depuis des milliers d'années et maintenant depuis des millions d'années. Exactement. La dernière date d'une présence anthropique remonte à 2,4 millions. C'est mon collègue Mohamed Zahnouni qui a découvert ça du côté de Sétif. Donc vous voyez bien la profondeur historique de chaque région. Donc, parcelle d'Algérie notamment et d'Afrique du Nord. Toute l'Afrique du Nord, toute l'Afrique du Nord. Quand en fait, la fragmentation de cette Afrique du Nord en différents pays est un fait historique qui remonte à des années. C'est comme ça que l'Algérie est née, que le Maroc est né, que la Tunisie est née, etc., etc. Tout à fait. Et quand on fait de la préhistoire, on ne tient pas compte des frontières parce que les populations se déplacent et si on nous montre la carte de l'Afrique du Nord, il y a toujours eu ce flot migratoire. C'est un mouvement migratoire multidimensionnel. On est dans un mouvement de circulation des populations qui bougent de gauche à droite. Voilà, on voit l'image. Voilà, donc sur cette image-là, il vient de l'est à l'ouest, du nord au sud, du sud au nord ou de l'ouest vers l'est. Donc c'est un territoire qui a été anthropisé, ça veut dire qu'elle a été contrôlée et dominée par cet homme depuis des milliers d'années. Des milliers d'années. Vous êtes spécialisé une période entre 2000 et 5000. Moi, je travaille sur un peu la période qui correspond à l'apparition de la dernière crise climatique où on sort d'une période de glaciation, il fait très très froid. On n'a pas connu de glaciation en Afrique du Nord, mais on a subi les conséquences de cette glaciation. Et on rentre dans une phase, où la chaleur va augmenter de manière exponentielle. Donc on est dans une période de chaleur actuellement. Exactement. Donc l'Holocène, c'est ce que vous m'avez dit. C'est l'Holocène qui remonte à 10 000 ans. Cette période justement qu'il faut connaître. Donc vous êtes aussi, vous vulgarisez toutes vos recherches à travers donc des rencontres. Moi, je pense, le rôle d'un scientifique, c'est de vulgariser et de rendre accessible au grand public ce qu'il sait. On travaille sur l'Afrique du Nord, certes. Si on reste entre nous, grands spécialistes, et que les gens ne comprennent pas sur quoi on est payé pour faire ce travail, ça ne sert à rien. C'est vrai qu'on organise des séminaires, des colloques, des rencontres internationales un peu partout dans le monde et on se rencontre, on est d'accord, on n'est pas d'accord, etc. Mais il faudrait que ce travail se démocratise. C'est-à-dire dire aux autres, dire aux Algériens, les miens, voilà sur quoi on travaille. Et voilà votre histoire, votre mémoire et votre identité. Voilà, on vient de voir une très belle image d'Égypte ancienne, donc des reliefs, etc. C'est très important de montrer cette diapo. Il n'y en a pas que ça comme document. Ça a un rapport avec ce peuplement ancien de l'Afrique du Nord. Tout à fait. Alors, on a pu le constater tout récemment, puisqu'avec cette découverte récente, on a pu aussi dédier, en définir que l'Algérie était, et surtout l'Afrique du Nord, était pas loin de cette civilisation aussi. Donc, on disait que l'Égypte était donc le berceau de l'humanité, l'Algérie peut être aussi ce berceau de l'humanité. Oui. Presque. L'un des berceaux. Je ne vais pas polémiquer avec vous. Non, du tout. Pourrait être, je dis bien. Oui, je reviens à mon fil conducteur. Les images qu'on vient de voir nous rappellent la profondeur historique du peuple qu'on peut aujourd'hui qualifier d'Amazigh en Afrique du Nord. La première fois, les premières images qui nous parlent, qui nous montrent que cette Afrique du Nord était peuplée par des populations
qui sont faites comme ça, qu'on a décrit, c'était les sources égyptiennes. On les montre dans les bas-reliefs égyptiens qu'on a vus dans la première diapo, en situation de guerre, en situation de conflit, en situation de soumission, etc., de chasse, etc. Et ces tribus à l'ouest de l'Égypte pharaonique ont toujours progressé vers l'Est jusqu'à devenir à un moment donné des pharaons, à prendre le pouvoir en Égypte et à mettre en place leur famille, leur dynastie qui va gouverner cette Égypte pendant 2 dynasties, la 22e et la 23e. Aujourd'hui, tous les Algériens connaissent que Chechank, etc. etc. Et puis, on a d'autres ressources qui vont nous parler de la continuité de cette histoire du peuplement nord-africain. C'est les sources grecques, le père de l'histoire qui s'appelle Hérodote, qui va dessiner cette carte que vous voyez sous vos yeux, et qui pour la première fois va nous donner de l'information en plus. On ne parle plus de peuples à l'ouest qui sont des Libyens, des ceci, des cela, etc. Avec Hérodote, il va nous donner des noms précis des différentes tribus qui peuplent l'Afrique du Nord jusqu'à pratiquement l'Atlantique, sans que ce Hérodote ait vu ou voyagé en Afrique du Nord. Il a raconté tout ça avec ses contacts qu'il avait eus en Égypte. Parce que la cité égyptienne, qui était l'une des cités les plus développées à ce moment-là, attirait des savants, des historiens, des géographes, etc. Donc il va décrire cette Afrique du Nord qui va dire, elle est, voilà, peuplée par ceci, par cela, les différents peuples. Donc elle a mis en place un schéma de réflexion. C'est ça. Un plan, un modèle. Un canevas. C'est un modèle sur lequel les Romains, là on nous montre Jugurtha qui est en guerre contre Rome, les Romains. Et l'un des documents les plus importants, je vais citer qu'un seul, c'est Salluste, qui était le gouverneur de l'Afrique romaine, qui a gouverné cette Afrique pendant 2 siècles après la guerre de Jugurtha. Donc il arrive, et il va raconter l'histoire de Jugurtha qui a résisté à Rome et qui a même acheté l'Empire. Il avait acheté les sénateurs en déclarant la guerre à Rome. Donc cette diapo, par exemple, nous montre Jugurtha avec ses soldats. Et puis la carte à côté nous montre les différents lieux de combat, d'affrontement entre Rome, etc. Et ce qui est important avec Salluste, c'est qu'il nous donne, exactement comme Hérodote, l'origine de ce peuplement. Elle va dire, c'est ceci, c'est cela, c'est telle tribu, etc., etc. C'est des grands, ils peuvent être aussi des descendants d'Hercule, d'un demi-dieu. C'est un peuple puissant, mais un peuple puissant qu'on a réussi à dominer. C'est ça la définition, c'est ça la finalité du discours de Salluste. Ça continue jusqu'à l'arrivée de l'islam. Et bon, je ne vais pas citer tous les géographes, tous les historiens de la période musulmane médiéviste. Je cite Ibn Khaldoun parce que c'est le premier qui, pour la première fois, va citer un nom en le mettant comme titre l'histoire des Berbères. Pour la première fois, on entend parler de ce mot berbère, en fait. D'accord. Ça sort comme ça. Avant, on parlait de Libyens, de ceci, de cela, etc. Ibn Khaldoun nous désigne tout un peuple. Et il reprend exactement le même modèle de réflexion mis en place par Hérodote, exploité par Salluste, pour dire que l'origine de ce peuple, voilà, ils sont grands, ils sont géants, ils descendent de Goliath. Et Goliath, c'est un géant, mais un géant battu par David. Donc on reprend la dimension biblique qui, elle, a copié le modèle d'Hérodote et de Salluste pour expliquer l'origine de ce peuplement. C'est ça. Et on dit, bien sûr, quand on revient bien sûr à ces géants, on dit que bien sûr ce modèle pharaonique, comme il existe en Égypte, a été bâti par des géants, carrément, parce que les pierres étaient tellement énormes. Il faut reconnaître la force, la puissance des uns et des autres. Mais tout ce discours, en 19e siècle, 20e siècle, va relancer le débat sur l'origine du peuplement de l'Afrique du Nord. Les égyptologues vont s'intéresser à l'Afrique du Nord, les archéologues, les ethnologues, les anthropologues et aujourd'hui les généticiens. Tout le monde pose la question, qui c'est ce peuple? On est en 2019, on reprend le même débat.
qui n'est pas seulement ici avec vous, Oui. mais même dans la rue, les gens se posent la question, c'est quoi toutes ces choses-là? C'est quoi ce passé? C'est quoi notre identité? C'est quoi notre mémoire? On a des débuts de réponse. On a des débuts de réponse. Qu'on ne peut pas cacher. Qu'on ne peut pas cacher. Aux chercheurs, non. aux archéologues. Non, parce C'est-à-dire que le débat, même le débat politique, ne pourra pas non. effacer justement cette Heureusement, cette parce que arrivée. là, on est là pour nourrir le politique. Oui. On est là pour nourrir le politique à travers la formation qu'on dispense auprès des étudiants, à travers les publications qu'on fait, à travers les séminaires, les rencontres scientifiques qu'on organise. Oui. Et que la colonisation a voulu aussi masquer quelquefois. Là, vous avez mis le point sur quelque chose de fondamental qui est à l'origine de tout ce débat aujourd'hui. Exact. Ceux qui ont réussi à déstructurer tout cela, c'est la colonisation française. C'est pour ça que je vous ai dit qu'à partir du 19e, 20e siècle, on va recommencer par la réécriture de l'histoire de l'Afrique du Nord. Et on va proposer un autre modèle. Tous les chercheurs, tous les historiens, les scientifiques du 19e, début du 20e siècle vont puiser du modèle ancien. Ils vont dire, oui, peut-être c'est des Orientaux, peut-être c'est des Européens. C'est-à-dire, la question d'origine du peuplement en Afrique du Nord a suscité tellement d'intérêt qu'on les faisait venir de partout, sauf de regarder qu'ils ne peuvent peut-être venir de nulle part que de l'Afrique. Donc cette question qui lie un peuple à sa terre n'a jamais été posée directement. Ce n'est que maintenant qu'on commence à poser cette question que ce peuplement ancien, qu'on peut aujourd'hui appeler Amazigh ou n'importe quel nom, a toujours été ici. Oui. Et vous êtes bien tout en placé voyageant, bien sûr. pour répondre à toutes ces interrogations Voilà. et répondre avec ces outils identitaires, bien entendu, qui rappellent encore une fois l'enracinement de ce peuple sur ces Une terres. profondeur historique Vous avez indéniable. travaillé de la période donc, de chasse vers la période donc, de... Je m'intéresse aussi aux questions actuelles. Oui, bien sûr. Pastorale, agro-pastorale, bien sûr, de quand cette ils sont population. devenus, quand ils ont domestiqué les animaux, Tout à fait. domestiqué la nature. Voilà, ils se rapprochaient bien sûr des on tirait fleuves, profit, etc. etc. Oui, oui, bien Donc sûr. moi je termine juste en deux mots pour dire... On peut aussi voir ces photos et les décrire. Cette photo, elle est extraordinaire. C'est pour ça que je me suis permis de montrer cette photo et me mettre devant pour donner l'échelle, en fait. Cette pierre se trouve dans une région que j'adore, qui est dans le sud-ouest des monts d'Exour, du côté de Ain Safra, à 120 km de Ain Safra, pas loin de la frontière marocaine. Et des rochers comme ça, il y en a plein en Afrique du Nord. Il y en a dans le Tassili, dans le Hogar, au Mali, au Niger, partout. Il y en a partout des rochers comme ça. Ce rocher porte un nom particulier qui s'appelle el-Kitba, la mère de l'écriture. Ce rocher, vous voyez le volume, est complètement transcrit. Il y a plein d'écritures dessus, l'écriture tifinagh de type saharien. Là, je vous montre, tout à l'heure on parlait de l'art rupestre. Ce rocher marque la fin de ce mouvement d'art rupestre qui a commencé dans le Sahara central et l'Atlas saharien. Je pourrais parler des heures et des heures sur l'art rupestre. Je connais pratiquement toute l'Afrique du Nord, de la Libye au Mauritanie, du Niger jusqu'à chez nous ici. Donc ce rocher, il y en a des dizaines et des dizaines, et c'est des études qu'on n'a jamais faites. Ce rocher est inédit. Elle a été publiée la première fois en 1892, republiée une deuxième fois en 1923 et montrée aujourd'hui 2019 par moi. Et vous nous avez montré en exclusivité c'est une exclusivité, mais j'aimerais bien que des étudiants s'intéressent. C'est un travail de longue haleine. C'est chronophage. Parce qu'il y a des milliers d'inscriptions dessus qu'il faudrait expliquer. Et là, je reviens à mon discours, c'est qu'on ne peut expliquer la mémoire et l'identité nord-africaine sans s'appuyer sur la science. Et la science qui peut rendre service à cette question-là et qui peut avancer des réponses. On n'est pas là pour dire qu'on connaît tout. On connaît une partie. Et la science, c'est ça, elle avance à petits pas. On prend connaissance de ce qui a été fait, en corrigeant les erreurs de ce qui a été dit et écrit dans le passé, en avançant une nouvelle lecture. Et on la propose à la communauté pour dire, voilà ce qu'on sait aujourd'hui, mais qui peut changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette question-là, on peut la prendre sur différents points. En se basant sur les sources
Les sources, je viens de vous expliquer, qui ont été... La période, par exemple. Qui ont été manipulées. Oui, les sources, l'Afrique du Nord a toujours été de culture orale. Le peuple amazigh n'a jamais écrit son histoire. Elle a été écrite par les autres. Oui. Ceux qui sont venus découvrir ce territoire et qui ont décrit et qui ont écrit l'histoire des personnes qu'ils ont rencontrées. Ils n'ont pas écrit l'histoire de ceux qu'ils n'ont jamais rencontrés. Donc ils ne savent rien. Ils ne connaissent du commerçant que la vitrine. Donc il faut rentrer dans le magasin pour voir ce qu'il y a derrière. C'est exactement ce que nous faisons. C'est qu'on essaie de rentrer derrière pour dire que effectivement ces premiers scientifiques, ces premiers historiens, ces premiers archéologues, etc., ils ont fait des choses, ils ont écrit des choses, ils ont dit des choses. On peut les reprendre, on les corrige sur des bases nouvelles, sur des approches nouvelles, sur des méthodes nouvelles. Parce qu'aujourd'hui, l'archéologie s'est dotée de nouvelles technologies extraordinaires. L'archéologie aujourd'hui, c'est toutes les sciences rassemblées. On fait de la biologie, on fait de la génétique, on fait de la géographie, on fait de la stratigraphie, de la géologie, etc. On s'intéresse à toutes les sciences qu'on exploite pour arriver à dire quelque chose. Aujourd'hui, les lasers ont pu décrypter carrément. On utilise les scanners. Voilà. Cette roche, on peut la scanner, on peut Extraordinaire. en faire une copie formidable qu'on peut étudier dans un laboratoire. Voilà, par exemple. Donc, pour revenir à mon fil conducteur, c'est qu'aujourd'hui, il y a la biologie, il y a la géologie, il y a l'archéologie, etc. Pour expliquer un aspect de ce peuplement nord-africain, il y a la linguistique. Parce que je vous ai montré les inscriptions. On ne peut la comprendre qu'avec la linguistique. Oui, bien sûr. Donc il faudrait être aussi un peu linguiste. Donc quand on reprend tout ça... Vous êtes pluridisciplinaire. Il faut être pluridisciplinaire. Les archéologues, vous travaillez avec des chercheurs en histoire, vous travaillez avec des linguistes, vous travaillez avec des anthropologues. On ne peut pas travailler seul. Impossible. Et on arrive à ce constat, c'est que cette question aujourd'hui d'identité, cette question aujourd'hui de mémoire et de langue, etc., c'est une question très sensible qu'il faudrait prendre avec des pincettes. Il ne faudrait pas prendre la parole et dire n'importe quoi. On peut, sur le plan, par exemple, langue ou peuplement, on peut être génétiquement différent et parler la même langue. Parce que sur le plan biologique, on peut déterminer ce que nous sommes. Donc, sur le plan peuplement, c'est un fait biologique, c'est un fait anthropologique, génétique. Vous me tendez la perche en disant que c'est vrai que nous sommes des peuples qui ont toujours bougé. D'ailleurs, il y a eu une recherche et une étape qui a été réalisée à l'étranger, je pense, c'était aux États-Unis. Ils ont fait une recherche au niveau de la carte génétique des personnes. C'est devenu même un commerce aujourd'hui. Oui, c'est devenu justement un commerce. $50, vous avez votre profil génétique. Profil génétique, ça nous permet de voir que les populations ont migré depuis des années, des millions d'années. On peut être, sur le plan biologique, différent et parler la même langue. Et l'inverse est vrai. Mais la culture, c'est un fait culturel. Parce que les langues voyagent, les langues s'empruntent et les langues évoluent. Ça ne veut pas dire que, si on parle de l'Amazigh aujourd'hui, que la langue parlée il y a 5000 ans est la même que celle d'aujourd'hui. Non, mais la matrice, c'est-à-dire la base, elle reste la même. Parce que tous les noms des lieux en Afrique du Nord, depuis l'Égypte jusqu'à l'Atlantique, et jusque dans la boucle du Niger, tous les noms ne peuvent s'expliquer que par le berbère. Tous les noms des montagnes, les noms des lieux, les noms des familles, les noms des oueds, c'est ce qu'on appelle la toponymie. C'est ça. Après, les différents dérivés, etc. Donc, ce peuplement, en parlant de bouger, de circulation, c'est vrai, on descend tous à peu près d'un même morphotype, c'est-à-dire d'un type biologique commun à tous. Mais ce type anthropologique a connu ce qu'un collègue à moi qualifie de dérive génétique. C'est-à-dire, quand on regarde la carte qu'on a montrée tout à l'heure, qui est immense, le territoire, sur lequel ces populations évoluaient, depuis l'Est jusqu'à l'Ouest, depuis le Sud vers le Nord, etc. Donc ces populations-là, quand ils ont commencé à circuler, quand ils ont commencé à conquérir des territoires, eh bien, ils ont mis en place cette dérive génétique. C'est ça. Et il y a des populations qui partent s'installer à 3000, 4000 km de leur lieu premier,
pour développer par la suite des comportements différents Tout par à fait. rapport. Mais après, il faut dire que même la Terre et le globe terrestre a complètement aussi changé avec le changement climatique, avec les airs bien sûr différents que bien sûr l'univers a subi également. Donc cette migration était automatique. Oui, en parlant de climat, parce que là, j'ai l'impression que vous connaissez des choses que je ne connais pas. Du tout. En parlant de climat, c'est un facteur déterminant. Parce que ce territoire qui, en partie, est fait de Sahara et en partie fait de montagnes et de vallées, etc., eh ben, le climat jouait un rôle important dans la fixation ou la dispersion des populations. Tout à fait. Oui. Voilà, on est arrivé à la fin. Dommage, le débat est passionnant. En tout cas, j'espère que le téléspectateur aujourd'hui aura appris beaucoup de choses grâce à vous, notamment que... Je ne fais qu'ouvrir la fenêtre. Oui, exactement. Ce monde est passionnant. Moi, l'Afrique du Nord me passionne, l'Algérie, c'est mon pays, c'est mon peuple, me passionne profondément. Et mes étudiants me connaissent, je suis très passionné et très passionnant. Et je les trouve eux aussi formidables. Vous faites aussi beaucoup de recherche et surtout de communication autour de la préhistoire. C'est important. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle, Monsieur Idel Amara, vous êtes professeur en archéologie, vous enseignez à l'université Alger 2. Merci, j'espère que vous allez revenir continuer à nous parler d'une partie de notre patrimoine. C'est très important de parler de notre patrimoine. Il faut lever le voile. Tout à fait. Sur le passé. Exactement. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous. À très bientôt. Et qu'on va continuer à notre programme. Vous emmenez du côté d'Oran, retrouver Imen Mahrougaras qui va nous parler du programme de ces soirées de Ramadan. Regardez. Bonjour Amel, bonjour à vous tous. Eh bien, Sahar Ramadan.com, et comme on dit, Ramadan est synonyme de belles soirées ramadanesques, que ce soit en famille ou alors des sorties entre amis, ou alors tous ensemble, on se rencontre, on y va. Tiens, il y a une soirée par là, tiens, il y a une autre par-ci. Eh bien, pour connaître un petit peu le programme du mois de Ramadan de différentes institutions, eh bien, je partage le plateau et bien sûr, galanterie oblige, puisqu'on a un homme au milieu de nous aujourd'hui, c'est Monsieur Frehi Djilali, le représentant de l'ONCI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation aussi. Hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je profite pour dire Ramadan Karim à tous les Algériens aussi. Très bien. Merci. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de deux charmantes dames. Alors l'une est directrice du musée Ahmed Zabana, c'est Madame Salhi Bouchara. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Accompagnée d'une charmante dame, elle aussi. Alors elle est chargée de communication, c'est Madame Sene Zawi. Bonjour. Bonjour Imen, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venue égayer notre beau plateau ici. Alors, le programme de chacun de vous, d'ailleurs de chaque institution, donc c'est un programme bien chargé, bien concocté pour tout le mois de Ramadan. Alors, Monsieur Frehi, on commence par vous. Oui. Alors, quel est le programme concocté par l'ONCI? Voilà, comme vous savez... vous nous avez habitués à un bon programme pendant le mois de Ramadan. Voilà, j'allais le dire. Comme vous savez, chaque année, l'Office national de la culture et de l'information accueille le mois de Ramadan avec un bouquet d'événements, tout aussi mélangé et adapté à tous les âges, que ce soit pour les enfants et pour les adultes. Oui. Par exemple, pour les enfants, on avait l'habitude avant de les recevoir chaque mardi et samedi après-midi. Exceptionnellement, dans le mois de Ramadan, il y a un programme spécial enfant qui est le samedi après-midi à partir de 14h. Vous avez même pensé aux enfants? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a un public fidèle qui vient, qui assiste à des spectacles, des pièces théâtrales pour enfants, et bien sûr des jeux animés par nos deux animateurs, Madame Nasser Gharnati et Monsieur Houari Abdallah, que je les salue d'ailleurs. Donc ça va être tous les samedis, samedi après-midi à partir de 14h à la salle Saada. Ça c'est le programme dédié pour les enfants. Oui. Uniquement pour les enfants. Voilà, uniquement pour les enfants. Ce sont des pièces théâtrales, ce sont des animations, ce sont Oui, bien sûr, bien sûr. C'est des pièces théâtrales pour enfants. Des fois,
Oui. Oui. C'est tout à fait normal, vous avez besoin d'un bon café, Oui. je pense. Oui. Très bien, alors certainement ce sont de belles animations, un beau programme. Et pour les soirées, qu'en est-il? Encore pour les enfants, on ne les a pas encore oubliés côté cinéma. Donc il y aura chaque lundi et mardi après-midi à partir de 13h, toujours à la salle Saada, une projection de cinéma, dessins animés. Vous les avez gâtés. Voilà, dessins animés, il y aura Astérix et Destination Pékin pour les enfants. Donc il y aura du spectacle et du cinéma. Eh bien voilà, du spectacle, du cinéma pour vous, nos chers enfants qui, on va dire, vous aussi, vous êtes gâtés par l'ONCI. Du moment que vous aurez Astérix, moi j'aime bien Astérix par contre. Hein. Et là, et en plus, c'est le dernier Astérix. Le dernier Astérix, Voilà. Alors essayez de partir pour voir quand même ce beau programme. Alors, et qu'en est-il pour les soirées? Pour les soirées, pour les adultes, toujours en parlant d'amateurs pour les cinémas, il y a des séances de cinéma le lundi et mardi soir à partir de 22h, toujours à la salle Saada. Il y a des films science-fiction, films d'horreur, des films algériens. C'est bien. Ça se passe le lundi et mardi soir à partir de 22h à la salle Saada. Très bien. À la salle Saada. Et les soirées? Et les soirées pendant tout le mois de Ramadan, ça va être le mardi, ça va être le mercredi, jeudi, vendredi et samedi soir à partir de 22h, là à la salle Maghreb. C'est la deuxième salle. Des têtes d'affiche? Des têtes d'affiche, il y en a plein, comme le mercredi 8 mai, il y aura Madame Leila Boursali et Monsieur Zeki Ben Marah. Et tout le long du mois de Ramadan, il y aura plein d'autres surprises, comme par exemple, je peux citer des noms, Cheb Anwar. Ah, c'est bien. Abdelkader Khaldi. Ah, ça et c'est plein d'autres surprises. Je laisse ça découvrir aux téléspectateurs. Donc il va falloir qu'on vienne pour découvrir ces soirées ramadanesques bien animées. Bien sûr. Et tous les spectacles, tous les programmes sont annoncés dans la page Facebook qui est ONCI Oran ou la salle Saada. Très bien, voilà, donc ONCI Oran ou alors Salle Saada, vous aurez tout le programme écrit pour que comme ça vous choisirez les soirées que vous voulez, dans lesquelles vous voulez assister. Donc et bien sûr, le musée, lui aussi, ils ont fait un beau programme pendant le mois de Ramadan. Alors, Madame Salfi Bouchra, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Imen. Et concernant le musée, ça diffère un petit peu de l'ONCI. Bon, vous savez, cette année, le mois de Ramadan a coïncidé avec le mois du patrimoine. Exactement. Donc, on a deux événements qui sont... Bon, on est en train de terminer le mois du patrimoine avec une belle exposition au niveau du musée Zabana sur les objets antiques à travers les collections du musée. Elle va durer jusqu'au 17 mai. Parce que le 18 mai, c'est la clôture du mois du patrimoine. Et aussi, elle va coïncider avec la journée internationale des musées. Comme cette année, le thème du mois du patrimoine était sur la sécurisation des biens culturels, donc on va faire une autre exposition. On va exposer les objets saisis par les services de douane, la gendarmerie et de la police de la wilaya ou bien de la région. Donc on va les exposer au public et en même temps on va faire une journée de conférence pour sensibiliser les gens sur la sécurisation du patrimoine culturel. Ça concernant le mois du patrimoine. Concernant les soirées ramadaniques du mois de Ramadan, donc nous avons organisé, parce que vous savez, Imen, on gère deux musées. Il y a le Mamo et le musée Zabana. Exactement, voilà, le Mamo, il est annexé au musée Zabana. Comme il est bien situé sur la rue L'Arbi Ben Mhidi, qui est un grand boulevard ou bien un grand axe de la wilaya d'Oran. C'est en plein centre-ville. En plein centre-ville. Donc nous avons fait une première expérience l'année dernière. Ça a été une réussite. Donc on va la refaire cette année. Donc chaque jeudi soir, une soirée au niveau du Mamo, une soirée de bourralette, de contes. Et on va commencer le 16 mai avec, parce que ça va coïncider aussi avec la journée internationale du vivre ensemble. Donc on va faire un programme avec l'association Jeannette L'Arif. Ah, très bien. Voilà, qui va faire une soirée au niveau du Mamo.
Très bien, ça c'est un très beau programme d'ailleurs, surtout. Et c'est l'occasion d'ailleurs des bourqalettes, c'est Ramadan, c'est ce qui fait. Alors les bourqalettes, c'est Ramadan, c'est le henna, c'est les bougies, c'est les contes, c'est bien ça. On a eu beaucoup d'enfants accompagnés par leurs parents et tout, donc c'était vraiment une réussite l'année dernière. Eh bien, on essaiera de couvrir ça. Pourquoi pas? Oui, comme ça, il y aura des images pour le bienvenue. téléspectateur. Ben oui, pour les pourquoi pas. téléspectateurs. Voilà. Alors, Sana Zawi, vous êtes chargée de communication, bien sûr, du théâtre qui n'arrête pas de faire, de concocter aussi, d'ailleurs, un programme pendant toute l'année déjà. Oui. Alors, et le mois de Ramadan, qu'est-ce que vous avez prévu pour l'occasion? Pour le théâtre régional d'Oran, le programme تاعنا c'est un peu différent à la musée ou à la l'ONC. C'est purement théâtre puisque نستضيف جمعيات ثقافية محلية على مستوى وهران وعلى مستوى الوطن puisque هذا رمضان c'est l'occasion باش نجيبوا les associations باش نجيبوا les théâtres régionaux aussi théâtre régional de Constantine قسنطينة غادي يكونوا عندنا leur dernier spectacle يا ليل alors le 11 et le 12 ماي ان شاء الله. لو بروغرام تاعنا بدا من البارح من لو 8 ماي اي بوي تواصل حتى ليله 27 لو جور تاع 27 عندنا دي كونسير دو ميوزيك اوسي مع لا كلوتور تاع لو موا دو باتريمون اوسي ليله 27 مع افيك جروب زرياب اي لو جور 27 افيك لو شانتور تاع المديح الديني محمد عدامه. Eh bien là, on a toutes les sauces, hein. On a un programme à toutes les sauces, ça c'est bien. Et tout se passe à Oran le Behia. Donc merci Sana Zawi. Merci à vous. برك بغيت نقول لك بلي le théâtre régional d'Oran يخرج en tournée à Alger la pièce Arlequin Vallée de 2 mètres et à Constantine à le Bouagui avec la pièce Maroud l'Elhoua. Voilà. Très bien. Et ben voilà, notre théâtre régional Abdelkader Aloula qui va s'étaler, qui partira vers l'est dans la belle ville des ponts suspendus, bien sûr, Constantine. Et on les salue, on leur dit aussi Sahar Ramadankom. Merci Sana Zawi d'avoir accepté notre invitation. Merci Bouchra Salhi et merci à vous, Monsieur Frehi, et représentant de l'ONCI. Oui, merci à vous. Donc je rappelle juste les dates. Les dates, allez-y. Oui. Voilà, pour confirmer l'invitation. Donc le samedi après-midi à partir de 14h, c'est spectacle pour enfants à la salle Saada. Et les soirées, c'est tous les mercredis, jeudi, vendredi et samedi soir à partir de 22h à la salle Maghreb. Très bien. Et en parlant de théâtre adulte, il va y avoir le 18 et le 19 mai à la salle Saada, pièce théâtrale pour adultes. Oui. Qui s'intitule Boualem Zid el-Goudam. Boualem Zid el-Goudam. C'est-à-dire qu'il faut avancer vers l'avant, il ne faut pas reculer, il faut avancer. Voilà. Donc ça va être le 18 et le 19 mai à la salle Saada. Très bien. Alors moi je suis beaucoup plus, on va dire un petit peu, j'aimerais bien avoir les têtes d'affiche qui vont égayer, on va dire, et animer les soirées. Alors vous avez cité Leila Borsali avec Zeki Ben Mala, mais essayez un petit peu de nous donner un ou deux noms pour les prochaines semaines, pourquoi pas? J'incite les curieux à voir la page Facebook, là où tous les programmes sont... Ça veut dire moi je suis curieuse. Moi je suis curieuse. Il y aura Chaou. Moi j'aime bien cet artiste. Il reste silencieux. Hein? Ah, il reste silencieux. Surprise. Allez découvrir le programme sur la page Facebook ONCI Oran. D'accord, ONCI Oran, j'irai voir. Voilà. Avec ma curiosité. Tout simplement, venez assister au spectacle. Ah, mais je viendrai. Voilà, ça c'est à la salle Maghreb. Sans aucun doute, j'y serai, Inch'Allah. Très bien. Alors, Bouchra Salhi, quelles sont les dates vraiment clés de ces animations que vous avez justement citées au MAMO, surtout en ce qui concerne Bourqalet et tout? Ça sera à partir du 16 mai et après ça sera chaque jeudi, automatiquement. Chaque jeudi. Automatiquement. Oui. Très bien. Donc merci mesdames, merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. Moi certainement, mes soirées seront bel et bien pleines puisque j'irai
et au théâtre régional et au musée et bien sûr les soirées de l'ONCI. Merci d'avoir accepté, merci de nous avoir suivis. Bonne journée et Sahaftorkom, au revoir. Merci beaucoup Imen, merci à vos invités, Sahar Mdankom, et puis on aura le plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, vendredi pour un autre duplex. Cette fois-ci, on va accueillir un jeune étudiant qui est plein d'espoir et en tout cas qui a beaucoup travaillé. On va le découvrir à travers son domaine et surtout cette rencontre qui a réuni plusieurs étudiants qui vont nous parler de leur expérience. Il s'agit de Mounji Lartar. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, Sajane. Vous êtes étudiant en droit public, c'est ça? Vous êtes Master 1. Je prépare un Master 1 en droit international. Oui. J'ai une licence en droit public. Tout à fait. Bravo. En tout cas, vous êtes major de promotion aussi oui. à Hiberek. Vous êtes donc licencié. Vous êtes en fait juriste. Exactement. Et vous postulez, Inch'Allah, pour d'autres disciplines en fait. Inch'Allah. Pourquoi pas la magistrature, Inch'Allah. Inch'Allah. Yeah. Quand ça sera ouvert, vous me dites. Oui, parce que c'est fermé maintenant. Voilà. En mars. Mars. Voilà. Peut-être. Peut-être, Inch'Allah. En tout cas, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette rencontre à laquelle vous avez pris part. Vous avez participé comme bon nombre d'étudiants venus de 5 pays différents. Oui, cela. C'était l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la France, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. C'est une rencontre, un événement intitulé donc Dialogue interculturel. C'était au Maroc. C'était entre le 23 et 24 avril. Exactement. Et vous avez proposé un sujet. Donc vous avez postulé, vous avez trouvé ça sur Internet, c'est ça? Non, c'était sur le site de l'université Fac d'Alger 1. D'accord. Alors, je me suis dirigée quand j'ai vu l'appel à candidature envers Madame Laras Nadia, qui m'a encadrée. C'est la chef service de coopération et partenariat inter-universitaire. Alors, je me suis postulée sous la direction de Madame Docteur Naili Habiba, que je salue, pour un sujet de l'insertion socio-professionnelle des étudiants maghrébins et leur impact sur l'immigration. C'est vraiment d'actualité. Exactement. Alors, bon nombre d'étudiants font justement des démarches pour aller étudier à l'étranger et de différentes nationalités, pas que des Algériens. Voilà, c'est parce que mon travail a été accompagné d'un vidéo témoignage des étudiants de diverses nationalités qui postulent et qui ont une idée derrière leur tête de s'installer là-bas. Alors, le sujet a pour but de faire laisser comprendre ces étudiants qu'on peut réussir dans nos pays. On n'a pas besoin de... Alors, pour ça, vous avez présenté cette thématique, votre sujet, avec, bien entendu, un support audiovisuel, une table ronde aussi. Et donc, vous avez fait appel à donc, des enregistrements. Vous avez interviewé donc, des jeunes algériens qui ont fait des études. Il y avait des jeunes algériens qui veulent postuler. Il y a des gens qui ont déjà postulé, soit algériens, soit il y avait d'autres nationalités. Voilà, des nationalités africaines aussi. Donc des Africains qui étaient donc étudiants au Royaume-Uni, c'est cela? Oui. C'est ça. Et d'autres venus d'autres pays. Exactement. Alors, quelles ont été les questions que vous leur avez posées? Alors, la présentation, pourquoi vous avez postulé, est-ce que vous comptez revenir à votre pays, c'est quoi le problème, pourquoi on postule, pourquoi on ne termine pas nos études à nos pays, pardon. Et vous en avez déduit quoi finalement? C'était beaucoup plus l'opportunité de travail parce que le diplôme européen a beaucoup d'ouverture, d'accessibilité vers bien sûr l'emploi peut-être. Exactement, oui, voilà. Mais pourtant, les compétences sont les mêmes? Oui, elles sont les mêmes. À votre avis? À mon avis, non. Ouais. La formation, ça dépend de la formation aussi. Exactement. La recherche. Voilà. Alors, vous avez rencontré justement beaucoup d'étudiants lors de cette rencontre. C'était à Tanger, c'est cela, au Maroc? Parce qu'on était 4 étudiants algériens. Il y avait mademoiselle Benani Yasmine qui a représenté un stand avec son binôme, monsieur Boudjemaha, sur la Méditerranée éternelle. Il y avait une exposition des stands, des bijoux, des dates, des gâteaux, etc. Elle a voulu montrer les points communs des pays méditerranéens. Il y avait aussi un étudiant qui s'appelle M. Mazouz qui a postulé pour faire la gouvernance démocratique.
Il y avait moi. Il y avait aussi l'université de Sétif, où ils ont présenté une pièce théâtrale. Voilà. Et bien d'autres étudiants aussi, tous curieux de pouvoir donc connaître l'impact d'un sujet par rapport à un autre. Oui, il y avait plus de 113 universités représentées, je pense. C'est impressionnant. Et donc, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette rencontre, cette expérience dans le domaine des échanges culturels? Comme dit le proverbe, les voyages forment la jeunesse. Alors, c'était une expérience riche où elle m'a permis de faire de plusieurs amis, connaissances, l'échange culturel, etc. Voilà. Et bien sûr, comprendre l'impact de votre recherche aussi, de vos études. De ma recherche, exactement. Dans le droit, par exemple, international, c'est très important. C'est très important, exactement. Alors, vous avez donc publié aujourd'hui cette étude? Non, pas encore, parce qu'elle sera publiée par l'Université d'Alger 1. D'accord. Et aussi l'Union européenne. Très bien, très bien. Alors, d'autres étudiants ont aussi postulé. Vous m'avez dit 5 pays, donc d'autres recherches, d'autres impacts aussi sur la société. C'était 5 ateliers. Chaque atelier, il y avait les étudiants qui ont le sujet en commun. Il y avait qui parlent de tourisme, qui parlent de l'insertion socio-professionnelle, de la démocratie. C'était des sujets d'actualité en même temps des jeunes étudiants. Alors, justement, la force donc, de ce sujet-là, qui est un sujet d'actualité, que vous avez choisi, l'insertion socio-professionnelle des étudiants maghrébins en Europe et son impact sur l'immigration. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup, par exemple, l'Europe travaille sur l'immigration choisie. C'est-à-dire qu'ils recherchent des profils intellectuels pour qu'ils acceptent. Donc, voilà. C'est en fait sur ça que vous avez travaillé aussi. Oui, je voulais savoir il est où le problème, pourquoi on a beaucoup d'étudiants comme c'était en 2018, on a vu au niveau du Centre culturel français des milliers. Pourquoi on quitte notre pays? Parce que le pays, surtout l'Algérie, a besoin de nous. Oui, la matière grise est nombreuse et surtout brillante. Exactement, voilà. Et donc, il faut travailler pour pouvoir réussir, faire ses études, revenir au pays pour pouvoir travailler son pays. C'est cela? Trouve des opportunités dans des grandes entreprises qui peuvent les recruter, dans des centres de recherche qui continuent dans le domaine de la recherche, non pas s'arrêter aussi. L'État aussi. Oui, bien entendu. C'est très important. Et vous avez rencontré aussi d'autres étudiants d'origines diverses qui aussi migrent vers l'étranger. Oui, c'est un comportement aujourd'hui mondial. Des représentants à Paris 1 sont des Marocains d'origine. Ils ont postulé pour terminer leur étude à la Sorbonne. Ils ont postulé à cet événement. Ça veut dire... c'est un phénomène mondial. Exactement. Aujourd'hui, tout le monde veut migrer. Ce qui est bien, c'est qu'il peut y avoir donc des échanges entre les universités. C'est très intéressant. Et par la suite, revenir au pays, pouvoir continuer aussi dans son domaine. Exactement. Voilà. Quelles sont vos perspectives, vous, en ce moment? Sur quoi vous travaillez? Maintenant, je prépare juste mon master en droit international. Je fais partie de la cellule assurance qualité. Qu'est-ce que c'est que cette cellule, justement? C'est une assurance qui fait partie du bureau de Monsieur le ministre. Alors moi, je fais partie de l'université, de la faculté de droit. Oui. Elle travaille sur la qualité des étudiants, de modules, etc. Très bien. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci. Et de réussir avec d'autres beaux projets, avec des échanges aussi culturels. Est-ce que vous allez encore participer à d'autres rencontres? Oui, il y en a la clôture de ce projet en Tunisie. Déjà, hier, j'étais chez monsieur le responsable de la coopération, M. Reda Djidji. On a parlé de ça parce qu'il y en a la clôture, parce que c'est un projet qui a été créé en 2016. Il sera clôturé octobre, Inch'Allah, en Tunisie. D'accord.
D'accord. En tout cas, bonne chance à vous. Merci. Merci d'avoir été parmi nous ce matin pour nous parler de cette expérience d'échange culturel et surtout des dialogues interculturels. Bon courage à vous pour vos études. Merci, c'est gentil. Et j'espère que vous allez continuer dans cette lancée. Inch'Allah. Merci. Voilà. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié donc cette émission et ce programme que nous avons choisi. Bonne journée à vous tous. Sahar Mdankom. Et puis demain, toujours à la même heure, 9h, 10h30 avec Mahrez Rabia. Au revoir.